Je vais parler aujourd'hui de la maladie de Lyme, envisagée sous un angle très particulier qui est celui du syndrome post-infectieux. Les personnes qui souffrent de cette maladie de Lyme, comme celles qui souffrent du syndrome de fatigue chronique ou du Covid long, ont toutes été confrontées à un regard peu bienveillant de personnes qui leur disent « mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment malade ?» et y compris de médecins qui leur disent gravement « je crois que vous souffrez d'un trouble somatoforme ». Je crois que le terme trouble somatoforme, c'est une notion qui est à la fois dangereuse et qui enferme les malades sans ouvrir aucune perspective sérieuse de traitement. Un des objectifs de cette vidéo est de montrer en quoi cette notion est tout à fait inutile et qu'il faut l'écarter. La façon la plus solide qui me semble possible d'utiliser pour critiquer les troubles somatoformes, c'est de présenter une autre interprétation qui est l'interprétation des syndromes post-infectieux, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dans la première partie de cette vidéo, je traiterai des syndromes post-infectieux en général, en reprenant un certain nombre d'arguments que j'ai déjà utilisés dans une autre vidéo où les syndromes post-infectieux étaient présentés essentiellement à partir du Covid long et du syndrome de fatigue chronique. Donc, je reprendrai une partie de ces arguments, pas tous, et dans la deuxième partie, je m'attacherai à ce qui est spécifique à la maladie de Lyme, et c'est seulement tout à fait à la fin que je reviendrai sur les troubles somatoformes. Donc, puisque j'utilise le terme de Lyme long, qui n'est pas très couramment utilisé, il faut que je précise ce que j'entends exactement par là. Je rappelle que la grande majorité des personnes qui sont piquées par une tique et qui suivent un traitement antibiotique approprié guérissent. Le terme approprié peut être revu dans la mesure où il y a une minorité de patients qui, malgré ce traitement apparemment inapproprié pour eux, vont développer et garder pendant des années des symptômes très invalidants. Les raisons pour lesquelles ces gens sont malades, c'est en général parce qu'ils ont été infectés par une bactérie instillée par la tique, Borrelia, mais il y a très souvent d'autres pathogènes co-infectants. Donc, dans mon acception du Lyme long, c'est une maladie déclenchée par cette infection de Borrelia et éventuellement d'autres, malgré un traitement initial, ce qui est en gros l'équivalent du PTLDS aux États-Unis. Donc, venons-en au syndrome post-infectieux. Qu'est-ce que c'est que les syndromes post-infectieux? C'est un ensemble de symptômes qui comprennent en particulier une fatigue chronique absolument épuisante et puis un nombre variable d'autres symptômes dont j'indique quelques-uns ici, les troubles de la cognition, des problèmes de concentration, mémoire immédiate, etc., qui sont en général déclenchés par une infection. Alors, je dis post-infectieux, ça ne veut pas dire que l'infection est forcément résolue. Ce qui est sûr, c'est que la phase aiguë de la maladie est résolue, mais on ne sait pas s'il y a encore des pathogènes qui persistent. Et ces troubles, en général, durent des années. Exceptionnellement, ce type de syndrome peut être déclenché non pas par une infection, mais par un traumatisme d'une autre nature qui a pu provoquer une stimulation massive du système immunitaire. Donc, ceux qu'on rencontre peut-être le plus couramment en France, c'est le syndrome de fatigue chronique, le Covid long et le Lyme long. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres infections après lesquelles ces syndromes se développent. Par exemple, les gens qui ont été affectés par l'Ebola, d'abord, c'est une maladie qui tue beaucoup, mais parmi les survivants, 90% d'entre eux vont ensuite traîner pendant des mois, voire des années, un certain nombre de symptômes qui sont partagés avec les autres syndromes post-infectieux. C'est pareil pour Zika et
Vous voyez que j'ai ajouté ici la sclérose en plaques, ce qui pourra surprendre certains d'entre vous dans la mesure où c'est considéré généralement comme une maladie auto-immune, ce qu'elle est, mais en plus, c'est un syndrome post-infectieux parce que l'on sait que la plupart du temps, la sclérose en plaques démarre par une infection et assez souvent par une infection par le virus d'Epstein-Barr ou EBV. Ce qui est montré ici, c'est le caractère commun à un certain nombre de symptômes dans deux syndromes post-infectieux bien connus. À gauche, le syndrome de fatigue chronique sévère, à droite, les Covid longs. Et on voit que le symptôme qui arrive en tête, c'est, comme je l'ai déjà dit, la fatigue, suivi du malaise post-effort, de problèmes cognitifs, etc. Donc, c'est assez frappant la similitude des deux types de symptômes. Ce que les syndromes post-infectieux ont en commun, c'est donc cette fatigue et aussi le fait que cette fatigue soit associée à un nombre important d'autres symptômes, mais qui sont variables. Ce n'est pas les mêmes chez tout le monde. Une autre caractéristique de ces syndromes, c'est qu'ils ont aussi des différences entre eux, puisqu'ils peuvent être déclenchés par des pathogènes assez spécifiques. Par exemple, le SARS-CoV-2 qui déclenche le Covid, c'est un virus respiratoire, donc il va y avoir un certain nombre de conséquences spécifique au niveau respiratoire. C'est aussi un virus qui peut se lier à la molécule ACE2 qu'on trouve dans nos vaisseaux sanguins, d'où des problèmes vasculaires, des thromboses qui sont assez spécifiques à ce syndrome, un tropisme pour les neurones olfactifs et d'où l'anosmie. Tout ça, c'est pas partagé par d'autres syndromes. Ebola est un autre virus qui, lui, a une autre cible, non respiratoire, mais des globules blancs dans notre sang, provoque une fièvre hémorragique et donc qui est avec certaines caractéristiques du syndrome post-Ebola qui sont différentes des précédentes. Quant à Lyme, c'est, comme je l'ai dit, provoqué par la bactérie Borrelia, qui, elle, a un fort tropisme pour les tissus conjonctifs, ce qui peut expliquer que on trouve fréquemment chez les patients qui en souffrent des problèmes articulaires. J'insiste sur la question de la variabilité de ces symptômes. Le fait que les personnes qui souffrent, par exemple, de la maladie de Lyme aient des manifestations assez différentes les unes des autres, avec la fatigue en commun, fait quelquefois douter de la réalité de cette pathologie, comme si la variabilité était un truc bizarre. C'est une erreur d'analyse profonde parce que, en fait, nous ne sommes pas des animaux de laboratoire, nous sommes différents les uns des autres par notre génétique, par notre histoire infectieuse passée, par notre environnement, etc. Et ce sont ces variations qui sont responsables de la façon dont on réagit à, par exemple, une infection. Et en fait, vous le savez tous très bien que le SARS-CoV-2, c'est bien un virus, mais qui peut avoir des conséquences très différentes suivant les individus, pour donner une maladie quasiment asymptomatique chez certains et mortelle chez d'autres. Et donc, de cela, on ne s'étonne pas. On ne s'étonne pas qu'une même maladie puisse avoir des manifestations très différentes. C'est vrai pour le Covid aigu, c'est vrai pour le Covid long, c'est vrai pour le Lyme long. Ce que j'aimerais montrer ici, c'est que une fois qu'un syndrome post-infectieux a été déclenché, se met en place un réseau d'interactions assez complexe et qui, une fois qu'il est mis en place, il est difficile à dénouer et il met en cause, il implique à la fois une dimension immunitaire, neurologique, métabolique, etc. Donc, tout commence avec une infection. Les infections en général donnent une inflammation aiguë et une réponse immunitaire qui, heureusement, dans la plupart des cas, aboutit à la résolution de l'infection. Mais quelquefois, le système immunitaire n'est pas suffisamment efficace pour se débarrasser du pathogène et lequel pathogène persiste et donne lieu à une inflammation chronique. Et cette persistance et cette inflammation chronique ont d'autant plus de risques de se développer que le patient
a une faiblesse immunitaire partielle qui l'empêche de bien se défendre. Et il peut en plus avoir des anomalies métaboliques comme le fait de ne pas faire suffisamment d'ATP, qui est le carburant de nos cellules dans leur mitochondrie. Et quand on a tout cela, on a à la fois l'infection et ce background particulier. Cela peut aboutir à une neuroinflammation, donc une inflammation cette fois-ci qui touche le système nerveux. Ça ne veut pas dire nécessairement que le pathogène est allé dans le cerveau, mais que les signes d'inflammation qui étaient dans notre organisme vont monter jusqu'au cerveau, le toucher. Et au cœur du système limbique, il y a une région qui s'appelle l'hypothalamus. Et quand tout cela se passe, eh bien, on a toutes les chances de déclencher une grande fatigue et des troubles cognitifs. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que une autre conséquence possible de cette neuroinflammation, c'est une dérégulation de l'axe HHS qui est constitué par l'hypothalamus, l'hypophyse juste en dessous et la glande surrénale qui est juste au-dessus de notre rein. Donc, il y a une communication entre l'hypothalamus et la surrénale, laquelle surrénale et sécrète de l'adrénaline et du cortisol, qui sont des hormones qui nous sont nécessaires pour répondre à un certain nombre de choses dans notre existence. Et cet axe peut être dérégulé par une neuroinflammation, comme il peut être dérégulé en plus par un stress. Les conséquences de cette dérégulation, ça peut être par exemple une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer, l'impression d'étouffer, ou une tachycardie aberrante sans avoir fait l'effort, etc. Mais ce n'est pas tout. Il peut y avoir aussi une dérégulation du système de la perception qu'on a de notre corps, du système nociceptif, perception de la douleur, et on voit apparaître des douleurs erratiques qui apparaissent à un endroit, puis disparaissent, réapparaissent ailleurs. C'est assez typique d'une dérégulation de l'axe HHS. Donc, lorsque tout ça est mis en place, le problème s'est installé et il faut pouvoir s'y attaquer. Et comme il est complexe, on va essayer de se focaliser sur quelques notions importantes. La première, c'est l'importance de l'axe entre le microbiote et le cerveau. Donc, je dis qu'il y a une communication bidirectionnelle qui va dans les deux sens entre, d'une part, le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale qui est dans notre intestin, et notre cerveau. Et cette communication peut aller depuis le microbiote intestinal jusqu'au cerveau, par deux voies principales. D'une part, par une voie nerveuse. Le nerf vague transmet des informations au cerveau depuis l'intestin, et par voie sanguine, ou lorsqu'il y a une inflammation au niveau du système immunitaire intestinal, eh bien, cette inflammation est propagée assez rapidement au système immunitaire global, peut favoriser une inflammation chronique en périphérie qui peut gagner ensuite le cerveau et provoquer une neuroinflammation. Et puis, il peut y avoir une communication, il y a une communication dans l'autre sens, là encore, à la fois par voie nerveuse, par le nerf vague qui transmet des informations dans les deux directions, et par l'axe HHS dont j'ai déjà parlé, où la neuroinflammation peut déclencher la synthèse d'adrénaline et de cortisol en réponse à une neuroinflammation, donc, ou en plus au stress. La deuxième notion clé très importante, c'est l'importance de l'interféron de type 1, c'est-à-dire l'interféron alpha et l'interféron bêta. Je les ai regroupés ensemble parce qu'en fait, ils agissent sur le même récepteur. De l'importance de cet interféron dans les syndromes post-infectieux. Et je dis que l'interféron alpha-bêta est un marqueur biologique d'une infection persistante. C'est une notion qui n'est pas extrêmement partagée et pourtant je suis convaincu qu'elle est exacte. Ce qui est très connu, c'est que l'interféron alpha est la plus puissante molécule antivirale qui a été sélectionnée par l'évolution pour nous défendre, nous les humains, les mammifères plus en général, contre les virus. Et on a absolument besoin de cet interféron si on ne veut pas succomber aux attaques de virus qui sont fréquentes. Mais en plus d'être un antiviral puissant, c'est aussi un puissant inducteur de fatigue. Et par exemple, les personnes qui souffrent d'infection par l'hépatite C, un certain nombre d'entre elles ont été traitées par injection d'interféron alpha
comme antiviral. Et ce qui a été observé, c'est que dès qu'on leur injecte de l'interféron alpha, ces personnes ressentent une immense fatigue. Et en plus, dans certains cas, des troubles cognitifs. Donc, cet interféron alpha a toutes ses capacités et il a été montré récemment que le taux sérique d'interféron alpha et bêta était anormalement élevé dans le Covid long et on sait depuis plus longtemps dans le Lyme long. Et dans le sida, on le sait alors depuis encore plus longtemps, depuis une vingtaine d'années, que le taux d'interféron alpha des gens qui ont le sida avant d'être traités ont donc ce taux sérique élevé. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils sont traités par une trithérapie, qui a pour excellent effet de faire baisser le taux de virus et de remonter leur lymphocyte T CD4, bien au même moment, quand la trithérapie fait effet, on voit que le taux d'interféron alpha baisse, ce qui est super intéressant parce que ça veut dire qu'on pourrait envisager d'utiliser le taux d'interféron alpha comme dosage biologique de l'efficacité d'un traitement, du traitement d'une infection persistante. Donc, je résume. L'interféron alpha peut expliquer une partie importante de la fatigue, des troubles cognitifs dans les syndromes post-infectieux et malheureusement est trop peu utilisé jusque-là, mais j'espère que les choses vont changer. Il y a là clairement une piste de recherche. Je vais, dans la suite de cet exposé, à plusieurs reprises, faire apparaître ce bandeau jaune, piste de recherche, pour souligner à quel point il y a toute une série de sujets sur lesquels des recherches mériteraient d'être faites. La troisième notion importante que j'aimerais souligner est celle de l'importance de l'activation collatérale de lymphocyte T, en anglais bystander activation, dans la chronicisation des syndromes post-infectieux. Donc, qu'est-ce que c'est que l'activation collatérale des lymphocytes T? Ce que je vous représente ici, les points rouges, les symboles rouges, ce sont des lymphocytes T qui sont, en l'occurrence, capables de reconnaître la présence d'un pathogène comme Borrelia. De tels lymphocytes T, on en a tous dans notre organisme en très petite quantité et qui ne font rien. Ils attendent que quelque chose se passe. Si jamais nous sommes infectés par Borrelia, ces lymphocytes T anti-Borrelia vont se mettre à proliférer, c'est ce qui est indiqué par la série de flèches. Donc, l'intrusion de Borrelia déclenche une réponse T spécifique de ce pathogène. Mais il ne faudrait pas imaginer que lorsqu'on est infecté et que des lymphocytes T se multiplient, tous les lymphocytes T sont spécifiques du pathogène. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a toute une autre population de lymphocytes T qui sont activés par activation collatérale, non pas parce qu'ils ont reconnu quelque chose, mais à cause de la présence de cytokines comme l'IL-12, l'IL-15 qui ont été produites à l'occasion de la réponse spécifique. Et la plupart du temps, lorsque l'infection est normalement jugulée, eh bien, cette activation collatérale disparaît et puis on n'en parle plus. Malheureusement, il peut se faire, dans certains cas, que certains de ces lymphocytes activés au hasard reconnaissent quelque chose. Ce qu'ils peuvent reconnaître, parmi ces bystander activated T-cells, certains peuvent reconnaître des antigènes microbiens qui sont représentés là par les petits rectangles bleus et jaunes. Et s'ils reconnaissent ces antigènes microbiens, alors ça va les stimuler. Ils vont se mettre à proliférer. Par exemple, parmi les antigènes microbiens, nous, on a tous des levures comme Candida en petite quantité, et on s'en porte très bien. Mais si tout d'un coup, l'organisme se met à ne plus supporter Candida et avoir une réponse anti-Candida très importante, tant qu'on a ces candidats dans notre intestin, il y aura une réponse non seulement T, mais B, fabrication d'anticorps, et inflammatoire, qui va être problématique. Et puis, il peut y avoir pire encore. Il peut y avoir le fait que parmi ces bystander activated T-cells, certaines reconnaissent des antigènes du soi. Et si le soi, en l'occurrence, s'ils reconnaissent la protéine basique de la myéline, qui fait la gaine de nos nerfs, eh bien,
cette reconnaissance va provoquer une réaction inflammatoire contre nos nerfs et ça peut être une des causes du déclenchement d'une sclérose en plaques. Voilà comment, à partir d'une réponse initialement antigène spécifique, on peut passer, et pertinente et utile, on peut passer à une autre réponse qui n'est plus du tout pertinente et qui même est carrément problématique. Alors, si on pense que si ce qui est dominant, c'est la persistance de Borrelia, au cas où il y ait persistance, bien évidemment, il faut traiter par un antibiotique. Si en revanche, on pense que le problème vient surtout des bystander activated T-cells et qui font une réponse contre Candida, par exemple, ben c'est un antifongique qui va être efficace. Et puis, en revanche, l'antibiotique peut avoir un effet non seulement contre Borrelia, mais contre d'autres bactéries qui pourraient être stimulatrices de cette activation collatérale. On sait que une activation lymphocytaire soutenue existe dans le syndrome de fatigue chronique et dans le Covid long. Et pour le Covid long, ça suggérait l'idée que si les antigènes viraux sont cause, au moins en partie, de cette activation chronique, eh bien, il faudrait utiliser des antiviraux comme le Paxlovid pour en venir à bout. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément que ça. Il peut y avoir aussi une réponse contre autre chose comme nos micro-organismes commensaux. Et ça a été montré dans le cas du syndrome de fatigue chronique par le docteur Grégoire Cozon, qui est un grand spécialiste de la maladie du syndrome de fatigue chronique à Lyon, et qui l'an dernier a publié ce livre « Stop à la fatigue », dont je recommande vivement la lecture, parce que non seulement il fait des analyses très pertinentes, mais il donne aussi toute une série de conseils, notamment de diététique, pour essayer d'aider à réduire cette activation collatérale indésirable. Et puis, il peut aussi y avoir une réactivation d'infections latentes, par exemple, si on a tous fait une mononucléose quand on était petit, 95% des personnes ont de porte EBV, ça veut dire qu'ils ont fait une mononucléose, mais dans certains cas, c'était quasiment asymptomatique, donc ils ne le savent même pas. Ceci dit, qu'ils l'aient su ou que leur mononucléose était sévère, de toute façon, notre réponse immunitaire n'aboutit pas à l'éradication du virus. Simplement, ça le calme, ça le garde sous contrôle. Et tant qu'on est globalement en bonne santé, ce contrôle est maintenu. En revanche, si à un moment donné, le système immunitaire se met à aller de travers, par exemple lorsqu'on a le sida ou dans d'autres cas, alors le contrôle d'EBV est perdu et EBV peut se mettre à proliférer et à provoquer un certain nombre une composante inflammatoire tout à fait déplacée, déplaisante. Alors, est-ce que dans Lyme long, il y a une hyperactivation lymphocytaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été montré qu'il y a une telle hyperactivation contre des antigènes de Borrelia ou contre des micro-organismes commensaux ou contre BV? Je ne sais pas. Mais à l'évidence, ce seraient des pistes de recherche tout à fait intéressantes si on veut essayer d'améliorer la condition des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme. Une autre chose qui mérite d'attention, c'est le SAMA, c'est-à-dire le syndrome d'activation mastocytaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome d'activation mastocytaire? Eh bien, c'est un syndrome qui se développe chez des gens dont les mastocytes sont anormalement actifs en permanence. Alors, qu'est-ce que c'est que les mastocytes? Eh bien, ce sont des cellules, des globules blancs qui sont dans nos vaisseaux, abondants sur le long de la paroi des vaisseaux, donc dans les organes très vascularisés comme le poumon, et qui normalement constituent une première ligne de défense contre des pathogènes. Le travail que normalement ils font bien, sauf que quelquefois ils se mettent à s'activer de façon tout à fait indue, en permanence, ou très souvent. C'est le cas dans les allergies, par exemple. Et dans ce cas-là, on a un syndrome inflammatoire problématique. Il y a des évidences pour dire qu'il y a un certain nombre de syndromes post-infectieux dans lesquels il y a activation ou réactivation d'un SAMA.
Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si la personne souffre de SAMA? Eh bien, il y a deux molécules qui sont assez typiques des mastocytes. C'est les molécules qu'ils sécrètent dans le sang, c'est l'histamine et la tryptase. Et donc, parmi les examens qui méritent d'être faits quand on souffre d'un syndrome de fatigue, pardon, d'un syndrome post-infectieux en général, c'est de savoir s'ils ont des taux anormalement élevés d'histamine et de tryptase. Si c'est le cas, très bien, parce qu'on a un moyen d'agir, parce qu'on sait qu'on a des antihistaminiques, on a des stabilisateurs de mastocytes qui peuvent au moins diminuer cette composante du problème. Enfin, un autre point très important, c'est qu'il est possible, à peu de frais, d'agir sur l'inflammation en ciblant le microbiote intestinal dont on a vu qu'il était capable d'influencer non seulement le système immunitaire intestinal, mais général, d'influencer une inflammation chronique ou une neuroinflammation. Alors, il y a différentes façons dont on peut influencer le microbiote intestinal, et là encore, je vous renvoie au livre de Grégoire Cauzon qui dit beaucoup plus de choses que ce que je vais dire. Moi, je vais insister seulement sur un point, qui sont les acides gras à chaîne courte, les AGCC, dont les principaux représentants sont le propionate et le butyrate. Ces molécules, c'est des toutes petites molécules qui sont produites par quelques bactéries, certaines, pas d'autres, lorsqu'elles digèrent certains aliments, notamment des fibres. Les bactéries capables de faire du propionate font augmenter cette concentration non seulement dans la lumière intestinale, mais ça passe ensuite dans le sang. Or, ce qui est intéressant, c'est que ces molécules sont anti-inflammatoires. Donc, nous disposons normalement dans notre sang de molécules anti-inflammatoires grâce à l'activité de certaines bactéries. Or, il y a quelques années, des gens qui travaillaient sur la sclérose en plaques s'étaient aperçus que le taux de propionate sanguin de ces patients était souvent anormalement bas. Il manquait d'une molécule anti-inflammatoire. Et l'idée a donc germé de voir si le fait de supplémenter le régime de ces personnes avec du propionate pouvait les améliorer. C'est un essai qui a duré sur plusieurs années, qui a été publié en 2020 et dont les résultats me paraissent assez spectaculaires. Alors, ce qui est représenté ici, en abscisse, ce sont les années. Vous voyez, l'étude a duré plusieurs années. En ordonnée, c'est l'état des patients. Et en rouge, c'est l'état de patients non traités. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une aggravation en rouge constante avec les années. On sait que la sclérose en plaques n'est pas une pathologie qui guérit spontanément. En vert, c'est la situation moyenne de patients qui ont été traités avec du propionate à partir du temps zéro, début du traitement. Et vous voyez, je pense que l'aggravation de leur situation est moindre. Il y a une relative stabilisation de leur situation de santé par rapport à ceux qui n'étaient pas traités, ce qui me paraît être un résultat extrêmement encourageant. Mais on ne sait. Depuis, je n'ai pas vu d'article qui a été publié pour dire ce que peuvent faire le propionate ou le butyrate sur d'autres syndromes post-infectieux. Donc, apparemment, vous n'avez rien. Ça, c'est une phrase que beaucoup d'entre vous ont entendue dans le cabinet d'un médecin qui a fait faire des analyses biologiques. Excusez-moi. Il dit, mais tout est normal. Mais apparemment, vous n'avez rien et pas la bonne phrase. Ce qu'il faudrait dire, c'est je ne vois pas dans vos analyses quelque chose qui me mette sur une piste. C'est plus modeste comme formulation. C'est pas vous n'avez rien. Et en réalité, il y a des anomalies qui peuvent être observées chez les patients qui souffrent de syndrome post-infectieux. Le problème, c'est que ces anomalies ne sont pas systématiques. Ce serait trop simple s'il y avait un type d'anomalie qu'on voyait tout le temps et qui permettait de mettre la bonne étiquette. Alors, ces anomalies ne sont pas systématiques, mais quand on les retrouve, quand on en retrouve plusieurs, on peut avoir la puce à l'oreille. Cette information m'a été donnée par Dominique Salmon, excellent médecin sur le Covid long, où elle m'a signalé que parmi ces patients Covid long, il y avait fréquemment, elle pouvait observer fréquemment, mais pas systématiquement, des signes d'inflammation, des signes de SAMA, encore une fois, pas chez tous, des signes d'auto-immunité,
ou d'anomalies métaboliques. Dans le Lyme long, à mon avis, il y a très, très peu de choses qui ont été faites pour répondre à ce type de questions. Ceci dit, même si le diagnostic est difficile, il y a des choses qu'on peut objectiver, à commencer par le questionnaire qui est posé aux patients, le SF36, qui comporte 36 questions et qui est très détaillé. Et si on compare la situation de quelqu'un qui souffre de fatigue à cause d'un syndrome post-infectieux et quelqu'un qui est en bonne santé, même s'il vient de faire un effort récent, les réponses qu'il donne à ce questionnaire sont radicalement différentes. On peut vraiment, déjà sur cette base-là, discriminer les deux catégories. Le test d'effort, en particulier un effort répété, permet aussi de discriminer parce que des gens qui souffrent de syndrome post-infectieux sont quelquefois capables de faire un effort, de répondre normalement à un effort, à une demande d'effort. En revanche, si on leur demande de le faire 2 ou 3 fois de suite, on voit que la capacité à soutenir ces efforts baisse très vite. Donc là, il y a quand même une objectivation possible de la fatigue et d'un certain nombre d'autres symptômes. Il est possible aussi de faire de l'imagerie fonctionnelle cérébrale et il y a des articles qui commencent à sortir sur l'objectivation par ces méthodes. Ce n'est pas encore la méthode absolument radicale pour bien discriminer, mais c'est une piste tout à fait intéressante. Et puis, il y a ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont possibles de mesurer dans le sang, que ce soit l'interféron alpha-bêta, le fait qu'il y a une activation lymphocytaire et en particulier un rapport des cellules T activées sur les cellules T naïves qui n'est pas normal, une hyperréactivité à des micro-organismes commensaux et aussi la capacité à répondre à des traitements. Par exemple, si quelqu'un se présente avec un soupçon de Covid long et qu'il est traité, ce n'est pas encore le cas, mais qu'il peut être traité avec un antiviral comme le Paxlovid, ben c'est une piste très sérieuse pour dire c'est bien de Covid long qu'il souffre. Et on pourrait décliner cela avec d'autres traitements. Alors maintenant, passons aux questions plus spécifiques posées par le Lyme long. Donc, une première notion importante, c'est que le Borrelia peut prendre différentes formes. La forme classique, c'est celle de spirochètes, qui sont des bactéries d'une part très grandes, très mobiles, et qui, par ailleurs, se divisent lentement par rapport à d'autres bactéries, mais qui se divisent. Et puis, par ailleurs, on peut trouver des formes sphériques ou des formes en biofilm qui correspondent à des formes dormantes de Borrelia, c'est-à-dire des formes au métabolisme très ralenti qui ne se divisent plus et qui sont très résistantes aux antibiotiques et au système immunitaire. Et c'est d'ailleurs leur apparition est en général d'ailleurs provoquée par un stress des bactéries, par un manque de nutriments, par les antibiotiques ou par une activation du système immunitaire. Alors, une question qui est très controversée et qui est importante à traiter, c'est la question de la persistance de Borrelia dans le Lyme long. Alors, est-ce que Borrelia peut être persisté après traitement, disons la doxycycline? En gros, la réponse est oui. Ça a été montré chez la souris, ça a été montré chez le singe, ça a été montré chez l'humain. Je crois qu'il est difficile de nier le fait que Borrelia peut résister au traitement classique contre antibiotiques classiques. Toutes ces données démontrent que les borrélies peuvent résister au traitement antibiotique. Ça n'est pas la preuve que ce qui provoque le Lyme long, ce soit cette persistance. Simplement, elle existe. Alors, est-ce que les traitements antibiotiques prolongés ou répétés sont pertinents? Là encore, c'est une question extrêmement controversée. Et il y a deux points que j'aimerais souligner là. Le premier, c'est que bon, on manque beaucoup de preuves. Certains affirment que les traitements prolongés sont inefficaces, ça a été prouvé. C'est ce que disent en général les gens qui sont proches de la SPILF. En réalité, si on va voir les articles en question, je ne vais pas passer trop de temps dessus, cette inefficacité n'a pas été démontrée. Donc, c'est faux, l'inefficacité n'est pas démontrée. Mais
on nous objecte, est-ce que vous avez démontré l'efficacité de traitement prolongé ou répété? Et là, il faut reconnaître que non, il n'y a pas d'essais cliniques publiés qui disent cela. Alors, il y a plein d'indications, les médecins ont plein d'exemples qu'ils connaissent où ils ont vu une telle efficacité. Donc, il y a des médecins qui sont absolument convaincus sur la base de leur propre expérience que cette efficacité existe, mais malheureusement, ces essais cliniques sont cruellement manquants et devraient absolument être menés. Je rappellerai là que on ne peut pas traiter comme ça pour le plaisir en disant on verra bien, parce que des traitements antibiotiques longs ou prolongés, ça a des inconvénients. Les antibiotiques s'attaquent non seulement aux bactéries pathogènes, mais aussi à notre microbiote. Donc, ça peut entraîner une dysbiose, un déséquilibre de notre microbiote. Ça peut favoriser des bactéries résistantes. Ça peut favoriser le développement d'une candidose. Quand on tue beaucoup de bactéries, les levures candida ont plus d'espace. Tout ça, c'est certainement pas bon. Donc, les antibiotiques doivent être utilisés avec mesure et, si possible, en changer. Mais encore une fois, je répète que les médecins qui traitent des Lyme longs savent qu'ils ont pu avoir des résultats spectaculaires avec cela. Donc, on ne peut pas l'écarter, mais il faudrait le prouver mieux. Alors, il n'est pas inutile de se focaliser un petit peu sur comment ça agit les antibiotiques contre Borrelia. Donc, ce qui est montré ici, c'est un schéma de bactéries. Vous voyez de l'ADN bactérien dans lequel il y a ces gènes, et l'activité de cet ADN peut aboutir à la synthèse d'ARN puis de protéines. Cette bactérie est enveloppée dans une enveloppe en 3 couches, une membrane externe, une membrane plasmique et entre les deux, une paroi en peptidoglycane. Et je vais souligner où agissent un certain nombre d'antibiotiques. Seront encadrés en bleu les antibiotiques pour lesquels il y a des essais cliniques qui prouvent leur efficacité, et en noir, des antibiotiques pour lesquels il y a des données in vitro qui sont tout à fait encourageantes, mais il manque les essais cliniques pour dire si c'est pertinent chez l'homme. Le premier, le plus courant, c'est la doxycycline, que tous ceux qui ont été confrontés à la maladie de Lyme connaissent. Alors, j'insiste ici sur son mode d'action consiste à bloquer, disons, la synthèse de protéines, ce qui veut dire que ça ne permet plus à la bactérie de continuer à se diviser. On dit qu'elle est cytostatique, c'est-à-dire ça arrête la population dans l'état où elle est, mais elle n'est pas cytotoxique, ça ne la tue pas. Et en particulier, les bactéries qui sont dormantes, qui ont un métabolisme très ralenti, n'y sont pas sensibles. Donc, ça montre à la fois son efficacité et les limites de son action. Un autre antibiotique, c'est la famille des bêta-lactamines, et la plus connue pour Lyme, c'est la ceftriaxone, qui, elle, s'attaque à la synthèse de peptidoglycane. Bon, donc c'est un autre qui a une efficacité certaine. Et là, je vous montre 2 autres antibiotiques, la donomycine, pour laquelle il n'y a pas d'essai clinique, qui agit sur la synthèse de l'ADN bactérien, et la daptomycine, qui agit sur la membrane plasmique. On sait que ce deuxième antibiotique a une grande efficacité, mais il a aussi une certaine toxicité qui peut être problématique. En tout cas, la combinaison des 2 antibiotiques, donomycine et daptomycine, il a été montré in vitro qu'elle est très efficace contre les formes dormantes, ce qui est potentiellement vraiment intéressant. Un autre antibiotique actif contre les formes dormantes, c'est la vancomycine, qui a été analysée en détail assez récemment par le groupe de Kim Lewis, qui est un chercheur américain formidable, qui a trouvé des choses vraiment très importantes. Et le même Kim Lewis a publié encore plus récemment un article où il montrait que l'hygromycine A était spécifiquement efficace contre Borrelia. Alors, l'hygromycine, c'est un vieil antibiotique qui a été découvert dans les années 50, mais qui a été vite écarté parce qu'il est mauvais dans le sens où il est inefficace contre la plupart des bactéries. Et en screenant un certain nombre d'antibiotiques, Kim Lewis a vu qu'en fait, en effet, il est inefficace contre beaucoup de bactéries, mais il est très efficace contre Borrelia, ce qui est vachement intéressant, parce que ça veut dire que si on donne de l'hygromycine,
on va tuer Borrelia, mais on va avoir peu d'effets collatéraux indésirables. Ça laissera le microbiote tranquille, etc. Alors actuellement, les données qu'il a obtenues sont in vitro ainsi que dans un modèle murin chez la souris, et je sais qu'il y a des essais en cours qu'il mène chez l'homme pour savoir quel est son niveau de toxicité, etc. Donc cette piste est en cours. En attendant que les travaux de Kim Lewis aient abouti pour prouver que c'est utilisable chez l'homme, moi, je ne recommanderais pas d'essayer de se procurer ça parce qu'il vaut mieux faire les choses proprement et Kim Lewis va le faire sans tarder et proprement. J'aimerais faire un petit détour par la tuberculose parce que je pense que ce petit détour est extrêmement informatif. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme antibiotique contre la tuberculose? Il y en a un premier qui agit sur la synthèse d'ARN, qui est la rifampicine, qui a une efficacité indiscutable et qui est hépatotoxique, c'est un petit problème. Un autre qui agit sur la membrane plasmique, qui est efficace contre les formes dormantes, donc ils ont des modes d'action différents, et un troisième, un troisième et un quatrième, qui ont des modes d'action encore différents sur le peptidoglycane. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'aucun de ces antibiotiques n'est réellement efficace contre la tuberculose. Ils ne sont efficaces qu'ensemble. Et le traitement actuel efficace contre la tuberculose, c'est la combinaison de 3 antibiotiques pendant 6 mois. C'est ça qui est efficace, et pas un comme on fait pour Lyme pendant 3 semaines. Et c'est la combinaison de traitements qu'il faut garder en tête et dont l'efficacité a déjà été prouvée dans le passé, non pas contre une bactérie, mais contre le virus du sida, où là encore, la trithérapie qui est utilisée combine 3 médicaments dont aucun n'est efficace tout seul contre le virus du sida, mais leur combinaison, elle, est efficace. Donc là, je pense que c'est une question majeure qui est posée aux chercheurs et aux médecins. Quelle combinaison pourrait être efficace pour le traitement du Lyme? C'est une question très, très importante. On ne peut pas se contenter de dire on va utiliser la doxycycline. Et encore une fois, la doxycycline, on l'a vu, elle est efficace chez beaucoup de gens pour l'infection primaire, mais comme elle n'est pas efficace contre les formes dormantes, il faut passer à autre chose ensuite. Un autre sujet qui est souvent qui donne matière à controverse, c'est le problème des co-infections. Ça donne matière à controverse parce que la doxa de la SPILF, notamment, c'est de dire que le problème des co-infections est mineur, et notamment, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'une tique, elle injecte essentiellement Borrelia et pas grand-chose d'autre qui soit responsable de maladie. Or, on sait, ça a été établi très clairement, que près de la moitié des tiques infestées en France sont porteuses de plusieurs pathogènes, pas seulement Borrelia, aussi d'autres bactéries, qui sont toutes d'ailleurs, au passage, des bactéries intracellulaires. C'est important parce que ça veut dire que si on veut agir contre elles, il ne faut pas utiliser un antibiotique comme l'amoxicilline qui n'entre pas dans les cellules. Mais en dehors de ces bactéries, il y a d'autres pathogènes qui ne sont pas des bactéries, comme Babesia, qui est un parasite sanguin, comme Plasmodium falciparum, responsable du paludisme. Et donc, ce parasite-là, il doit être attaqué non pas avec un antibiotique, mais avec un antipaludéen. Et on sait qu'il faut des traitements relativement longs qui ont des effets négatifs, qui sont problématiques, qui souvent peuvent donner des herx, ce que les gens qui font de Lyme connaissent très bien. Donc, c'est pas un traitement commode, mais si on souffre de Babesia, c'est incontournable. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi, personnellement. On me dit, les médecins de la SPILF me disent très souvent, mais Babesia, c'est rarissime en France. Ça n'existe quasiment pas en co-infection. Et je connais toute une série de patients Lyme qui ont cette co-infection. Alors, ce n'est pas une publication que je dis, c'est je connais un certain nombre. Et là, je crois encore que ce pourcentage de co-infection, il est sérieusement connu par personne et il mériterait d'être établi pour que, j'espère, on change de paradigme et qu'on reconnaisse l'importance de ces co-infections, parce que ça entraîne des conséquences sur la façon de traiter les gens, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire
que peuvent espérer les gens qui ont un Lyme long, il y a des traitements que j'ai déjà évoqués, antibiotiques, antiparasitaires, antivirales, suivant ce qu'on pense qui est le plus problématique. Et je souligne encore une fois que pour un traitement antibiotique qui marche n'est pas la preuve que c'était Borrelia qui était là, ça peut être une autre bactérie qui était problématique. Et j'ai aussi dit, je le redis, que leur utilisation inutile n'est pas recommandable. Donc là, il y a un équilibre vraiment à trouver. Ça, c'est un peu le problème du dialogue entre médecins et patients. Et puis, j'ai aussi dit que le fait d'agir sur le régime alimentaire pour influer sur le microbiote est vraiment une piste très importante. Et là encore, regardez le bouquin de Grégoire Causon. Et puis, il y a tous les anti-inflammatoires qui peuvent aider. J'ai parlé des acides gras à chaîne courte qui, à mes yeux, potentiellement, peuvent être très importants, mais ça reste à prouver, c'est pas établi. Les antihistaminiques, s'il y a effectivement un SAMA, bon, l'aspirine, quelquefois, ça aide, mais c'est pas la panacée parce que non seulement c'est un anti-inflammatoire, mais ça affaiblit aussi la réponse immune, ce qui, lorsqu'on a un système immunitaire qui essaye de se battre contre des pathogènes, n'est pas une très bonne idée. Et c'est aussi le cas des corticostéroïdes, parce que là encore, ils peuvent aider contre l'inflammation, mais eux aussi sont immunosuppresseurs et aucun médecin sérieux ne prescrirait des corticoïdes à haute dose et à long terme. En revanche, il y a des indications récentes dans le cas du Covid long où un traitement court et à relativement basse dose, un traitement de 4 jours à basse dose, peut avoir des conséquences bénéfiques plusieurs mois après. Donc, c'est sans doute à ne pas écarter. Enfin, il y a les IVIG, c'est-à-dire l'injection intraveineuse d'immunoglobulines à haute dose. Alors, qu'est-ce que c'est que ces immunoglobulines? C'est un mélange d'anticorps de différents donneurs sains, un cocktail, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Et pourquoi c'est utilisé? Parce qu'il a été montré dans plusieurs pathologies inflammatoires ou auto-immunes que ces IVIG permettent d'améliorer ces pathologies, sans doute en inhibant l'activité de cellules inflammatoires comme les monocytes macrophages ou de cellules productrices d'auto-anticorps. Alors, la naturopathie, ça c'est une grande question. Les gens qui souffrent de Lyme sont souvent attirés vers ces pistes-là, faute de choses qui marchent bien. La première chose que je reconnaîtrais, c'est que dans la nature, il y a des trésors pour la pharmacopée, dont certains ont été découverts, dont plein d'autres ne le sont pas encore. Bon, tout le monde connaît l'effet incroyablement utile de la pénicilline ou l'artémisinine, qui est quelque chose de plus récent et qui c'est Tu Youyou, une chercheuse chinoise qui a eu le prix Nobel en 2015 pour avoir montré que cette molécule dérivée de la plante Artemisia pouvait être un antipaludéen puissant. Donc là, tout ça, c'est bien établi. Après, il y a d'autres choses qui sont nettement moins bien établies, mais quand même, comme par exemple le fait que le cinéole, une molécule qu'on trouve dans l'huile essentielle d'eucalyptus, le cinéole a une activité anti-inflammatoire prouvée, ça a été montré dans un essai clinique que je cite sur l'asthme. Et puis le carvacrol, il y a quand même beaucoup d'évidence que cette molécule extraite de l'huile essentielle d'origan a une activité bactéricide puissante in vitro. Malheureusement, il n'y a pas d'effet clinique clair qui établissent ça de façon avec les doses, etc. Je pense que ça manque cruellement parce que je suis vraiment convaincu de la puissance potentielle de cette molécule qui n'est pas un antibiotique classique et donc pas de nature à provoquer une résistance aux antibiotiques. Mais par ailleurs, on trouve beaucoup de molécules extraites de la naturopathie dans parapharmacie où on vous vend des cocktails de molécules qui permettent de soulager tout et n'importe quoi. Et
il n'y a aucun essai clinique qui montre leur efficacité réelle, et c'est souvent accompagné d'un discours pseudo-scientifique que personnellement je trouve assez exaspérant, parce que ça ressemble à la science, mais ce n'est pas du tout de la science, c'est même mensonger. Donc je dirais, oui, il y a des choses à trouver dans la naturopathie, mais n'achetez pas n'importe quoi en parapharmacie. Il faudrait des essais cliniques là-dessus, absolument. Et je pense que la façon sérieuse de le faire sur la maladie de Lyme, ce serait de le faire en lien avec les centres de référence des maladies vectorielles. Et euh, il y a des obstacles à ça. Il y a beaucoup d'obstacles parce que ces essais, ils coûtent de l'argent. Et classiquement, l'argent nécessaire aux essais cliniques, c'est les compagnies pharmaceutiques qui ont quelque chose à vendre derrière, l'attente d'un bénéfice, qui les font. Or là, il n'y a pas de bénéfice à attendre de ce type de molécules. Donc, ce n'est pas les compagnies pharmaceutiques qui vont financer. Les gens qui vendent des cocktails de molécules diverses en parapharmacie, ils ne vont pas prendre le risque de faire des essais parce que ça risquerait de montrer que leur truc ne marche pas. Les médecins, ils ne sont pas hostiles par principe, mais en général, ils sont tellement focalisés sur la relation avec le patient et ça leur prend tellement de temps déjà, ils n'ont pas trop de temps à consacrer à un travail de recherche. Et enfin, les pouvoirs publics, on a vu tous ces derniers temps qu'il n'y avait aucun intérêt intellectuel ou de santé publique à faire un effort sur la maladie de Lyme. Donc, ils sont ignorants de ce qui peut être fait et il n'y a pas de volonté politique. Donc, ce point-là est vraiment problématique. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont une maladie Lyme, qui essayent des traitements antibiotiques et ça ne marche pas. Et dans quel cas, qu'est-ce qui peut expliquer que ça ne marche pas quand ça ne marche pas? Parce qu'il y a des cas où ça marche. Il est possible que dans certains cas, l'antibiotique qu'ils utilisent ne vienne pas à bout de l'infection parce qu'il s'agit de bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique utilisé. Et je pense que pour Borrelia, le fait qu'elle puisse osciller entre un état dormant et se réveiller par intermittence peut être un mode de résistance qui peut expliquer certains problèmes. Il est possible aussi que le pathogène dominant, le plus problématique, n'est pas Borrelia, mais est Babesia, par exemple. Et donc, l'antibiotique ne va pas marcher là, dans ce cas-là. Et puis, il est possible que les bactéries ou autres micro-organismes responsables de l'entretien d'une inflammation, ils aient passé la barrière intestinale à la suite de leur translocation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, translocation? Dans ce schéma, ce que vous voyez en haut, c'est la lumière de l'intestin, où vous voyez les petites bactéries vertes, qui sont nos bactéries commensales, qui sont isolées des cellules épithéliales, comme des cellules chevelues, là, par du mucus. Donc, elles ne sont pas en contact avec les cellules de l'épithélium intestinal, qui forment une barrière étanche entre la lumière intestinale et ce qui est derrière, ce qui est en bas sur la figure, qui est la paroi de l'intestin, dans lequel il y a à la fois des muscles, des vaisseaux sanguins et des organes lymphoïdes. Dans ces organes lymphoïdes, il peut y avoir des cellules T capables de reconnaître les bactéries commensales, si elles les voyaient. Mais ils ne les voient pas, ils ne sont pas en contact, donc ces cellules T spécifiques d'antigènes commensaux restent tranquilles. En revanche, il y a des pathogènes dont la présence provoque la perméabilisation de la membrane et au lieu que ce soit étanche, elle perd son étanchéité et un certain nombre de bactéries vont pouvoir effectuer une translocation de la lumière vers bactéries ou d'autres, des levures, une translocation de la lumière de l'intestin vers les tissus plus profonds, et cette fois-ci entrer en contact avec des cellules T qui sont spécifiques de leurs antigènes, et elles vont se mettre à proliférer de façon tout à fait anormale, indue, qui n'a aucun intérêt par la personne, mais provoquer une inflammation. Donc voilà pourquoi la perméabilisation de la membrane et la translocation de micro-organismes est problématique et peut entraîner une hyperinflammation et hyperactivation lymphocytaire. Et puis, si
un des éléments importants dont souffre le patient, c'est un SAMA, ben, ce n'est pas le traitement antibiotique qui va l'améliorer. Enfin, je souligne l'importance de ne pas confondre avec un autre syndrome post-infectieux, parce que les différents syndromes post-infectieux, ils se ressemblent beaucoup. Et du coup, c'est facile de confondre. Et, par exemple, actuellement, où il y a beaucoup de gens qui ont eu le Covid en France, des gens qui, après ces temps-ci, se mettent à prouver une très grande fatigue, des problèmes de concentration, de mémoire, etc., peuvent aller voir le médecin en disant je souffre, docteur, d'un Covid long. Si le médecin est très averti, et il n'y en a pas assez qui le sont, il lui demandera peut-être est-ce que vous avez été piqué par une tique récemment? Et si la personne lui dit oui, oui, effectivement, et le médecin lui dira mais vous ne souffrez pas d'un Covid long, vous souffrez d'un Lyme long, sans doute. Et puis il fera des recherches pour essayer de conforter cette idée. Et en particulier, s'il pense qu'il souffre d'un Lyme long, il ne lui prescrira pas un antiviral, mais un antibiotique. Dans les deux cas, c'est un syndrome sérieux. Quand on souffre d'un Covid long au lieu d'un Lyme long ou le contraire, dans les deux cas, c'est très sérieux. Sauf que la façon de l'aborder, d'essayer de le traiter, n'est pas tout à fait la même. En partie la même, tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est la même chose, mais pas tout à fait la même. En conclusion, on va arriver à ces fameux troubles somatoformes qui portent aussi d'autres noms comme troubles somatiques fonctionnels, et la dernière dénomination officielle, c'est les troubles à symptomatologie somatique et apparentée. Donc, j'aimerais, avant d'en venir à eux, redire que, bien sûr, il y a une dimension mentale dans les syndromes post-infectieux, des dimensions que j'ai déjà évoquées, en particulier à cause de l'existence d'une communication entre le microbiote intestinal et le cerveau. Deuxièmement, des gens qui souffrent depuis des années d'un épuisement chronique et de toute une série d'autres symptômes, ils ont le droit de commencer à être un peu déprimés. Sauf que cette dépression n'est pas la cause de leur état, mais secondaire à cet état. J'ai dit aussi que l'interféron alpha-bêta, qui semble très lié à des infections persistantes, est un puissant inducteur de fatigue au niveau central et de troubles cognitifs. Donc là encore, il y a une dimension mentale. En revanche, il n'a jamais été montré, jamais, que l'épuisement chronique et la série d'autres symptômes des syndromes post-infectieux puissent être attribués à avoir une origine mentale sans base essentiellement organique. Donc, il y a deux explications possibles à ces pathologies comme le Lyme long. Soit l'interprétation trouble somatoforme, soit syndrome post-infectieux. C'est l'un ou l'autre. Les troubles somatoformes reviennent à dire il n'y a pas de base organique à ces troubles et l'interprétation est purement psychiatrique. Quand on parle de syndrome post-infectieux, on dit ce dont vous souffrez, c'est une infection mal résolue dans laquelle il peut y avoir toute une série de problèmes liés à cette infection initiale, soit qu'elle persiste, soit qu'il y ait une neuroinflammation induite ou une auto-immunité induite, une dysbiose, etc. Mais à partir du moment où on prend cela en compte, on ne peut plus parler de troubles somatoformes, puisque troubles somatoformes, c'est une explication purement psychiatrique sans base organique. Je tiens à préciser que cette interprétation psychiatrique ne signifie pas de négatif par rapport aux psychiatres, parce que les psychiatres, on en a besoin pour traiter les problèmes psychiatriques proprement dits, que ce soit les différentes psychoses, la paranoïa, etc. Donc, on a besoin de psychiatres pour traiter ce genre de manifestations. Ce qui ne va pas, c'est quand il y a des psychiatres qui pensent pouvoir interpréter une maladie qui n'est pas psychiatrique uniquement avec leurs outils de psychiatre. Ce qui est heureusement pas le cas de tous, parce qu'il y a, je le sais, des équipes de médecins qui travaillent sur les syndromes post-infectieux et dans lesquels il y a des psychiatres et qui apportent leur contribution à l'aide aux patients, par exemple avec des anxiolytiques, etc. Sauf que ces psychiatres-là, dans une équipe, ne prétendent pas que c'est eux qui vont résoudre tous les problèmes et ils ne parlent pas jamais de troubles somatoformes. Donc, ce contre quoi j'ai quelque chose, ce n'est pas les psychiatres, c'est la notion de troubles somatoformes.
Et j'aimerais quasiment terminer sur cette phrase qui me paraît d'une grande importance, qui est: le plus grand obstacle à la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Cette phrase a été prononcée en 2005 par Barry Marshall lorsqu'il a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir découvert que l'ulcère à l'estomac n'était pas une maladie psychosomatique. Dans les années 80, quand il a fait ses travaux, c'était pourtant l'interprétation absolument dominante, acceptée par tout le monde. L'ulcère à l'estomac est une maladie psychosomatique qui touche des sujets anxieux, éventuellement qui fument un peu trop, et il faut les traiter en essayant de leur faisant faire du yoga ou avec des anxiolytiques. Lui a montré que l'ulcère était causé par une bactérie, Helicobacter pylori, et que le traitement, ce n'était pas par des anxiolytiques, c'était par des antibiotiques. Alors, évidemment, les gens qui, en plus d'avoir dans leur estomac Helicobacter, étaient stressés, ça aggravait leurs conditions. Donc, il y a bien une dimension liée au stress de cette maladie. Sauf que le stress n'est pas la cause principale, c'est juste un amplificateur. Et je pense que le passage de l'ignorance à l'illusion de la connaissance, c'est un travers qui nous menace tous, particulièrement par les temps qui courent, avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, où on picore quelques idées et on pense qu'on sait, et quand on ne sait pas. Et je pense que les troubles somatoformes tombent en plein là-dedans, c'est-à-dire quand l'illusion de la connaissance touche des médecins, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a les médecins qui parlent de troubles somatoformes sont des médecins qui sont ignorants des mécanismes sous-jacents au syndrome post-infectieux. S'ils s'étaient penchés sur tous ces mécanismes immunitaires, neuroendocrines, etc., ils ne parleraient pas de troubles somatoformes. Ils ne connaissent pas ces mécanismes ou ils veulent les ignorer. Et en utilisant le terme de trouble somatoforme, c'est une façon de cacher cette ignorance en donnant l'illusion qu'on sait, que voilà, on a donné une interprétation, et puis ça paraît de bon sens à certains, mais cette notion, elle est réellement toxique. Elle est d'abord toxique pour les patients, que cela enferme dans leur maladie sans proposition de traitement. Elle est mauvaise aussi pour la société parce que les maladies chroniques ont un coût pour la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de cette notion. Et il faut, quand on prend en compte les syndromes post-infectieux, on a des pistes pour prendre en charge le Lyme long. Et je souligne qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le pathogène déclencheur, Borrelia. Il faut aussi avoir en tête que peuvent, dans ce réseau délétère que j'ai montré au milieu de ma présentation, il peut y avoir d'autres contributeurs à ce réseau. Il peut y avoir une dysbiose induite avec translocation bactérienne. Il peut y avoir une réponse contre des micro-organismes commensaux. Il peut y avoir une pathologie auto-immune qui s'est déclenchée secondairement à l'infection initiale. Il peut y avoir une amplification par le SAMA. Donc, il n'y a pas que Borrelia dans la prise en charge du Lyme long. Et je crois qu'il ne faut pas écarter les traitements d'épreuves. Personnellement, je connais plusieurs cas de personnes qui ont été diagnostiquées pendant des années avec une sclérose en plaques, atypique. Il y avait des petits problèmes, mais c'était quand même ça l'étiquette. Et puis, je pense à 2 cas en particulier où elles ont eu un traitement antibiotique accidentel à la suite d'une grosse rage de dents, pas de rage, une infection dentaire. Et tout d'un coup, après un traitement antibiotique costaud, on a vu que toute une série de symptômes prétendument de la CEP avaient disparu. Et c'est là que ces personnes se sont rendues compte, avec l'aide de leur médecin, qu'en fait, elles ne souffraient pas de CEP, mais de maladie de Lyme. Je ne dis pas que c'est général, mais à partir du moment où ça existe, et c'est formidable pour des gens qui souffrent d'une maladie neurodégénérative, de dire qu'ils peuvent sortir de ce diagnostic si, en réalité, ils souffrent d'un syndrome post-infectieux. Et puis pour certains, encore une fois, les traitements d'épreuve, s'il y a un doute qu'il y a une babésiose, parce que les tests sérologiques ne sont pas toujours complètement convaincants, mais il y a des signes cliniques assez typiques que les médecins connaissent qui pourraient indiquer une babésiose, ça vaut quand même le coup d'essayer si un antipaludien n'améliore pas les choses. Et puis, c'est une pathologie auto-immune, les LIVIG. Alors, je sais que
chez les médecins, disons, classiques, il y a une méfiance par rapport au traitement des preuves. J'ai souvent entendu, on me disait, ne voulez pas qu'on donne des antibiotiques, des antipaludéens à tout le monde, n'importe comment, etc. Mais vous avez peut-être, si vous m'avez bien écouté, je ne pense pas que ce soit anodin de donner ces médicaments, et je ne pense pas qu'il faille les donner à tout le monde, mais je pense qu'il y a des cas où il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être utiles, et dans ce cas-là, il ne faut pas les écarter a priori. J'ai donné pas mal de références, mais il y a beaucoup que je n'ai pas donné et que vous pourrez trouver, si vous voulez aller un peu plus loin, dans 2 articles que j'ai publiés à Médecine Science la fin de l'an dernier. Il y a des dizaines de références. Ces articles sont en accès libre. Enfin, j'aimerais terminer sur l'importance que je donne personnellement au trépied formé par les patients, les médecins et les chercheurs, des catégories humaines qui m'ont toutes beaucoup apporté. Et je suis surtout persuadé que les possibilités d'obtenir des résultats sur le Lyme long doivent passer par une réelle collaboration entre ces 3 catégories. Et j'en arrive à la dernière diapo, qui est une espèce de recommandation pour comme il faut bien faire des recommandations parce qu'il y a un certain nombre de médecins généralistes qui sont désemparés quand quelqu'un vient et va très mal après une piqûre de tique. Depuis l'an dernier, la France les autorités sanitaires ont divisé la France en 5 régions, vous voyez là, et chacune d'entre elles a un centre de référence, CR, MVT, des maladies vectorielles à tiques, où il y a des personnes compétentes sur ces maladies vectorielles à tiques. Et comme cette couverture du paysage national est très vaste, à l'intérieur de chacune de ces régions, et j'ai donné l'exemple là de la région sud-est, il y a un centre de référence, en l'occurrence Marseille, et 11 centres locaux. Et pour ceux qui sont dans le sud-est, je recommande particulièrement le centre de compétences de Lannemezan, qui est dirigé par mon ami le docteur Gozzi, qui est aussi le président de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. En plus de vous adresser à ces structures sanitaires officielles, je vous recommande de prendre contact avec des associations de patients. Il y en a pas mal, en fait, en France. Je n'en cite que 2 là, parce que ce sont les 2 avec lesquels je travaille régulièrement, parce qu'elles sont affiliées à la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, dans laquelle je suis actif. Et j'aimerais terminer par un appel aux personnes responsables des centres de référence. Vous avez vu tout du long de cette présentation qu'il y a toute une série de pistes de recherche qui me paraissent importantes. Dans les centres de référence, je sais que les médecins ont beaucoup à faire simplement pour le suivi des patients, pour leur prise en charge, et qu'officiellement, ils doivent aussi faire de la recherche, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. J'insiste, cette recherche est absolument indispensable et le mieux, c'est qu'elle se fasse dans vos centres, en relation avec des patients, des associations de patients et des chercheurs. J'espère que cet appel sera entendu.